Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Nous sommes le samedi 16 mai 2026. Je suis vraiment ravie de te retrouver pour décortiquer un sujet qui bouleverse pas mal nos certitudes cliniques aujourd'hui. Salut. Écoute, je suis ravi d'être là. C'est vrai que c'est un changement de perspective assez radical. Complètement. Et aujourd'hui, on cible une population bien précise, les kinésithérapeutes. Notre mission, elle est éminemment pragmatique. L'idée, c'est d'informer pour vraiment transformer la pratique clinique sur la base d'une étude majeure publiée cette année, en 2026, dans e-biomédecine par Kalel Her et ses collègues. Ouais. Une étude qui s'intitule Pourquoi le sommeil est crucial dans la douleur chronique des preuves à travers les différentes étapes de la vie. Et le titre annonce vraiment le couleur. Exactement. Et pour poser le problème du quotidien, j'aime bien cette analogie, traiter la douleur chronique d'un patient sur la table de massage sans regarder son sommeil, c'est comme essayer de décoper l'eau d'un bateau percé sans boucher le trou. C'est une excellente image. Surtout quand la science nous montre aujourd'hui que 75% des adultes qui souffrent de douleurs chroniques ont des troubles du sommeil majeurs. 75%. C'est massif. Et traditionnellement, le dogme sur nos tables de consultation, c'était de dire aux patients, c'est normal que vous dormiez mal puisque vous avez mal. Voilà, la douleur empêche de dormir. Sauf que les données récentes montrent que c'est en réalité l'inverse. Les troubles du sommeil sont un prédicteur beaucoup plus fort de l'apparition future de la douleur. Logique. L'étude met en avant 3 modèles neurobiologiques. Ouais, le premier, c'est l'idée que le trouble du sommeil augmente la vulnérabilité à la douleur. L'altération de l'architecture du sommeil crée un état d'hyperéveil constant dans le système nerveux. D'accord, donc le système ne redescend jamais vraiment. Et le deuxième modèle, Le deuxième, c'est la boucle qu'on connaît bien. La douleur perturbe le sommeil via les interruptions nocturnes et l'inflammation périphérique. Mais le troisième modèle est le plus fascinant. celui sur les antécédents neurobiologiques communs, c'est ça? C'est ça. En gros, douleur et insomnie partageraient les mêmes dysfonctionnements de base. Si on prend l'axe HPA, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, Notre gestionnaire central du stress. voilà. Quand le sommeil est altéré, cet axe dysfonctionne et on observe une fonction limbique altérée. Le corps baigne dans le stress et la perception de la menace corporelle s'emballe. Mais attends, j'ai une objection par rapport à ça. C'est quand même super logique qu'une douleur aiguë nous réveille, non? Je veux dire, d'un point de vue évolutif, c'est un mécanisme de survie. Ah oui, totalement. Les sources mentionnent d'ailleurs cette étude sur les rongeurs. La douleur inflammatoire réduit leur sommeil pendant les périodes de repos normales. C'est une réponse adaptative pour rester vigilant face aux prédateurs quand l'animal est blessé. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette réponse aiguë de survie, elle devient complètement destructrice à long terme. La perte de sommeil chronique va s'attaquer à la substance grise périacuducale. Bayamique. Exactement. Cette zone perd son inhibition GABAergique. Le GABA, c'est le principal neurotransmetteur calmant. Sans lui, le cerveau perd physiquement sa capacité à moduler et à inhiber la douleur. C'est fou. Pour illustrer l'importance du sommeil profond, le fameux stade 3, j'aime beaucoup l'analogie du système lymphatique. C'est un peu notre lave-vaisselle cérébrale. Ouais, l'image est parfaite. Ce système ne se déclenche vraiment que pendant la phase la plus profonde du sommeil. Si on l'interrompt en permanence, les toxines s'accumulent, notamment la bêta-amyloïde, ce qui favorise directement la neuroinflammation et la sensibilisation centrale. Mais ça va très vite. Mais ce qui est intéressant pour les praticiens, c'est de voir comment cette biologie se traduit en profil clinique spécifique sur la table de consultation. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Prenons la fibromyalgie, qui est la douleur nociplastique par excellence. Dans la fibromyalgie, études montrent une intrusion d'ondes alpha dans le sommeil delta. Les ondes alpha sont des ondes rapides d'éveil et le sommeil delta, c'est le sommeil lent et profond. Donc le cerveau génère des ondes d'éveil alors que la personne est censée être en sommeil profond. C'est exactement ça. Le cerveau reste en état d'hyperéveil, même endormi. Ça crée un cycle de sommeil complètement non réparateur. C'est un peu comme essayer de faire une mise à jour système sur un ordinateur, mais quelqu'un appuie frénétiquement sur le clavier tout le long. La machine ne se repose jamais. C'est une très bonne façon de le voir. Et c'est très différent de ce qu'on observe dans l'arthrose ou la lombalgie chronique, qui sont des douleurs nociceptives. Là, on est plus sur un problème mécanique avec une fragmentation du sommeil, c'est ça? Voilà. Les micro-éveils sont induits par la douleur mécanique. Le patient n'arrive tout simplement pas à atteindre ou à maintenir le sommeil réparateur. Et pour la douleur neuropathique? Dans ce cas, ce sont les signaux des nerfs périphériques qui perturbent le maintien du sommeil. Et bien sûr, cette perte de sommeil exacerbe en retour la sensibilité neuropathique.
On voit aussi des liens forts avec le syndrome de l'intestin irritable ou l'endométriose. Ah oui, l'étude note une prévalence d'insomnie d'environ 70% pour l'endométriose. 70%, c'est énorme. Et c'est très lié à l'anxiété, aux douleurs pelviennes ou viscérales qui créent une hypervigilance constante. Ce qui est dingue, c'est que ces profils cliniques ne naissent pas de nulle part. Pour comprendre comment un adulte de 40 ans développe ces pathologies, il faut souvent regarder son passé. La relation sommeil-douleur évolue vraiment avec l'âge. Absolument. L'étude ABCD sur l'enfance est frappante là-dessus. Ils ont suivi environ 12 000 enfants américains. 12 000, c'est une sacrée cohorte. Ouais. Ils ont montré que des problèmes de sommeil à 9 ou 10 ans, chez des enfants qui n'avaient aucune douleur au départ, prédisent une augmentation de 20% du risque de développer des douleurs multisites 1 an plus tard. 20% d'augmentation juste à cause du sommeil? Oui, parce que le manque de sommeil interfère directement avec la maturation des voies inhibitrices descendantes. Notre système antidouleur ne se câble pas correctement. Puis vient l'adolescence, avec son fameux décalage de phase naturel. La mélatonine est libérée 1 à 3 heures plus tard. Ce qui réduit mécaniquement leur fenêtre de sommeil à cause des horaires scolaires. La tendance de l'étude HGAC est d'ailleurs super inquiétante. La prévalence de la lombalgie chronique chez les ados est passée de 18 à 22% entre 2002 et 2018. Et c'est fortement corrélé aux problèmes de sommeil et à l'humeur, comme l'anxiété ou la dépression. Et une fois adulte, on rajoute des couches de complexité. Le travail posté, typiquement le travail de nuit, perturbe violemment les rythmes circadiens. Les études montrent que ça exacerbe la sensibilité à la douleur. Surtout s'il y a déjà des marqueurs inflammatoires présents chez la personne. Exactement. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, et on arrive à mon point préféré chez les personnes âgées, la relation devient un cercle vicieux parfait. Bah oui, parce qu'il y a une diminution naturelle du sommeil à ondes lentes avec l'âge, non? C'est ça. On ajoute à ça l'accumulation de comorbidités comme l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos et une inflammation systémique de bas grade. Donc si on résume, le sommeil agité d'un enfant de 9 ans est peut-être le tout premier signal d'alarme de la lombalgie chronique qu'un kinésithérapeute traitera 20 ans plus tard. C'est une trajectoire de vie complète, oui. Ce qui m'amène à la question centrale de cette session, vraiment conçue pour les professionnels sur le terrain. À la suite de cette exploration, que fais-je à partir de lundi dans mes soins estins? La première étape, c'est l'évaluation. Et attention, il ne faut pas envoyer tout le monde faire une polysomnographie en laboratoire. Ah bon? Pourquoi? C'est pourtant l'examen de référence. Oui, mais l'environnement est artificiel. Il y a des capteurs partout. Ça déclenche un effet de première nuit qui perturbe encore plus le sommeil des patients déjà douloureux et anxieux. C'est contre-productif. Donc on fait quoi à la place? On utilise des outils subjectifs validés. L'index de sévérité de l'insomnie ou l'index de qualité du sommeil de Pittsburgh ou tout simplement des journaux de sommeil que le patient remplit chez lui. Et il y a aussi les objets connectés qu'on voit partout maintenant. L'actigraphie, avec les montres connectées. Ah, les données là-dessus sont incroyables. La fréquence cardiaque nocturne peut littéralement prédire la douleur du lendemain dans la fibromyalgie et la lombalgie. Attends, même si on tient compte de la douleur que le patient avait la veille. Exactement. Le tonus du système nerveux autonome pendant la nuit dicte la météo douloureuse du jour suivant. Le kiné peut ajuster sa séance juste en regardant ces données. C'est une vraie médecine de précision. Et au niveau des interventions non pharmacologiques, on s'oriente vers quoi? La première ligne de défense, c'est la TCCI, la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Elle restaure le sommeil profond et améliore les symptômes dépressifs. Bon, un kiné n'est pas psychologue, mais il peut éduquer le patient sur l'hygiène du sommeil pendant la séance, non? Complètement. Pendant une thérapie manuelle, c'est le moment idéal pour parler de limiter l'alcool, le tabac, l'exposition aux écrans bleus le soir ou même d'optimiser la température de la chambre. Ouais, parce que l'alcool aide peut-être à s'endormir, mais ça détruit l'architecture du sommeil réparateur en fin de nuit. C'est exactement le genre de message à faire passer. Et le kiné a aussi un rôle de vigilance sur la pharmacologie. Les opioïdes, j'imagine, hein. On en voit tellement dans les dossiers médicaux. C'est crucial. Les opioïdes aggravent la qualité du sommeil. Ils fragmentent la nuit. Des médicaments comme la prégabaline ou l'amitriptyline peuvent parfois mieux aider à stabiliser le sommeil, mais toujours avec précaution. L'objectif, c'est d'orienter vers des solutions comportementales à terme. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ça signifie que le rôle du kinésithérapeute dépasse largement la table de traitement. Il devient un véritable éducateur du rythme circadien. C'est une évolution logique et nécessaire de la profession. Pour résumer un peu ce voyage fascinant, on a vu qu'il faut transformer notre vision de la douleur. Le sommeil n'est pas qu'une victime collatérale, c'est un vrai déclencheur.
On a bien compris la différence entre un cerveau fibromyalgique en hyper-éveil et un dos arthrosique qui subit des micro-éveils. Et on a défini des outils clairs et applicables en clinique dès la semaine prochaine. Tout à fait. Et pour finir, j'aimerais lancer une pensée un peu provocatrice à ceux qui nous écoutent, sachant qu'une seule nuit de privation de sommeil suffit à accumuler des toxines comme la bêta-amyloïde dans un cerveau sain et à altérer la modulation de la douleur. Mhm. L'approche purement biomécanique ou structurelle en kinésithérapie, est-ce qu'elle ne serait pas vouée à l'échec tant que nous vivrons dans une société moderne qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Une société qui détruit biologiquement notre capacité à laver notre système nerveux. C'est la grande question. On aura beau masser et manipuler, si le cerveau ne se nettoie pas la nuit, on se bat contre des moulins à vent. C'est une réflexion fondamentale à garder en tête lors du prochain bilan initial avec un patient. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux conclure. Merci d'avoir partagé toute cette expertise avec nous. Avec grand plaisir. À très vite.